j'ai demandé à mon fils de m'interviewer. Donc il va se mettre dans la posture de moi, de quelqu'un qui crée une formation et qui va chercher des informations chez un professionnel. Donc je vais répondre en tant que professionnel en fonction de mes anciennes fonctions, et lui il m'interviewe non pas comme mon fils, mais en fonction des attendus qu'il va avoir pour créer une formation. Est-ce que tu peux nous présenter la structure dans laquelle tu travailles? Moi, je travaille dans un groupement d'employeurs. C'est-à-dire qu'on a trois employeurs, on est deux salariés permanents et on emploie trois saisonniers pour des besoins saisonniers. On a 400 hectares de céréales et là-dessus, il y a 40 hectares d'arbres, juste des pruniers. Et se rajoute à ça 60 hectares qu'on va tailler en prestation de service. Quelles étaient tes qualifications et celles de tes collègues? Et en fait, on était deux et on avait tous les deux un BTS. Moi, j'avais un BTS en arboriculture fruitière, et lui, il avait un BTS aménagement et trop paysager, un truc comme ça. Voilà. Quel poste tu occupais? Alors moi, j'étais salarié agricole, et lui aussi d'ailleurs. On n'avait pas de... Donc, salarié agricole, c'est vachement vaste, mais c'était quoi ton vrai poste? J'étais chef d'équipe pendant toutes les saisons, et sinon c'est ce qu'ils appellent chef de culture. Chef de culture, mais bon, ça reste salarié agricole, mais en attendant, oui, je m'occupais de l'entretien et de la récolte de toutes nos cultures. Et du coup, pour chef de culture, c'est quoi qu'il faut comme qualification? Il faut surtout de l'expérience. Mais si on suit vraiment la grille des salaires qui n'est pas respectée, c'est un BTS normalement. Pour être chef de culture, il faut un BTS. Mais si t'as pas d'expérience, tu le sauras jamais. Non, mon collègue qui avait aussi un BTS, lui, il n'était pas chef de culture, il était salarié. Alors, tout à l'heure, tu as dit que vous étiez deux salariés permanents et trois saisonniers. Quand est-ce qu'ils interviennent, les saisonniers? On les prenait surtout pendant la période de taille, mais après on en avait aussi besoin pendant les récoltes. Donc nous, quand on ramassait, parce qu'on avait beaucoup d'hectares à ramasser en même temps, ce qui fait qu'en fait on faisait des équipes. Moi je travaillais avec un agriculteur, mon collègue travaillait avec un autre agriculteur, et là-dessus on utilisait de la main-d'œuvre saisonnière, soit des retraités pour conduire nos camions, parce que là il fallait qu'ils aient la FCO et tout ça, soit de la main-d'œuvre saisonnière, des étudiants. Est-ce qu'il faut un diplôme pour être saisonnier? Non, non, il faut juste être disponible. Est disponible, c'est mieux d'avoir le permis, d'avoir un travail un petit peu dans l'agriculture, mais si c'est pas pour des tâches vraiment spécifiques comme la conduite de camion ou des choses comme ça, n'importe qui peut être saisonnier. Et pour être salarié permanent, un BTS, c'est nécessaire? Non, 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 avec n'importe quel niveau de qualification, ça suffit amplement. Là, il se trouve que nous, on est dans un bassin où il n'y a pas beaucoup d'emplois, et avec notre BTS, à part d'être commercial, il n'y avait rien. Donc, que ce soit mon collègue ou d'autres personnes qui avaient passé les diplômes en même temps que moi, on s'est tous retrouvés salariés agricoles, et ça nous permet de vivre tranquillement dans le Lot-et-Garonne. Dans ton groupement d'employeurs, à quoi pouvait ressembler l'année de travail? Mais déjà, on avait le plus gros chantier, c'était la taille, parce que si on savait pas tailler ou qu'on voulait pas tailler, on pouvait pas rentrer dans le groupement. Parce qu'on faisait à peu près entre 800 et 1000 heures de taille sur l'année. Donc ça a commencé au 11 novembre à peu près, et ça finissait au 28 mars, quand les arbres sont en fleurs. Et après, on attaquait sur de l'entretien de verger, c'est-à-dire là, on avait broyé tout ça et on commençait les traitements. À ce moment-là, donc là, il fallait que bien sûr que les salariés aient le certificat. Mais donc on traitait nos pruniers et on préparait nos terres pour les céréales. Voilà. Préparer les terres pour les céréales, ça prenait à peu près 2 semaines. On faisait les semis. Donc là, on arrivait fin avril, début mai. On semait le tournesol et le maïs. La prune commençait à grossir tranquillement, mais on n'arrosait pas encore. Donc on n'était pas sur de l'arrosage. Après, quand les cultures commençaient à grandir, bon, forcément, il y avait l'engrais à mettre aussi dans toutes les terres, hein, que ce soit les pruniers ou sur les céréales. Une fois qu'on avait fait ça, on pouvait passer la bineuse sur le maïs et sur le tournesol. La bineuse, c'était, on enfouissait de l'urée pour les apports en azote. Et une fois qu'on avait fait ça, on était sur l'entretien des vergers. C'est-à-dire que là, on commençait à broyer à peu près une fois toutes les 3 semaines pour maintenir le niveau d'herbe dans les vergers, et on lançait l'irrigation.
À partir de début juin jusqu'à fin août, on arrose les pruniers. Et on arrose aussi les céréales. Alors pas le blé forcément, pas le tournesol, enfin en tout cas c'est un peu rare, mais surtout le maïs. Et pour ça, on avait des enrouleurs, des pivots et des couvertures intégrales. Donc là, voilà, ça nous prenait tout le temps jusqu'à la récolte de la prune. La récolte de la prune, bon, bien sûr, au mois de juillet, on avait les moissons du blé. Au mois d'août, on ramassait la prune. Au mois de septembre, on ramassait le tournesol. Au mois de novembre, on ramassait le maïs. Mais dès qu'on avait ramassé le tournesol, on préparait les terres pour les semis de blé. Les semis de blé se faisaient en octobre. Et après, on arrivait vite au 11 novembre où on recommençait à trier. Et donc toutes ces tâches que tu as expliquées, c'est toi qui les faisais ou tu les faisais faire? En fait, moi, pour le coup, c'était les deux. C'est-à-dire que, parce que j'étais autonome. Mais c'était la structure qui voulait ça. Je travaillais pour une personne qui était au bord de la retraite. Donc il avait énormément de responsabilités à l'extérieur de la propriété. Il était directeur de l'ASA, il était au SDCI, c'était au niveau de la Chambre d'agriculture pour leur alimentation des bassins d'irrigation. Donc il n'était jamais là. Et finalement, c'est pour ça que je suis arrivé chef de culture, parce que je m'occupais de A à Z des cultures. Mais un salarié classique comme mon autre collègue, où là son patron était constamment sur ses pieds, enfin, sur ses talons, euh, là pour le coup c'est un exécutant. Et quand on est exécutant, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de diplôme ou n'importe quoi, des qualifications. Il suffit de comprendre les consignes. C'est-à-dire que c'est pas lui qui va déclencher les arrosages, c'est pas lui qui va décider d'un traitement, il est exécutant. Alors, bon, on a les calendriers de traitement, mais en fait, c'est l'agriculteur qui décide de tout ça. Le travail du sol, c'est pareil, les dates de semis, c'est pareil. Enfin, on est juste exécutant. Et à ce niveau-là, il n'y a pas besoin, il suffit de connaître le geste. Il n'y a même pas besoin de savoir régler les outils, puisque tout a été pré-réglé et prédécidé. Il y a des abacs, il y a des. Moi, par exemple, quand je traitais ou quand il y avait des choses comme ça, c'est moi qui réglais mes outils. Quand je devais mettre un nouveau produit, qu'il fallait mettre énormément d'eau, ben, on faisait des tests, on faisait enfin, on modulait les débits, tout ça, on changeait nos vitesses d'avancement, alors que bon nombre ne le faisait pas. Donc tu parles de juste exécuter des tâches, mais on est d'accord que même si on exécute seulement des tâches, il faut quand même avoir quelques bases Ah dans oui, oui, l'agriculture. les exécutants ont des bases agricoles. On peut pas envoyer quelqu'un changer l'arrosage, même si c'est toi qui a décidé qu'il fallait la changer toutes les 8 heures et que c'était à telle heure. Mais en attendant, lui, il faut qu'il comprenne comment fonctionne son arroseur, pourquoi il a une baisse de charge. Comment, à un moment donné, quand il va changer de ligne, par exemple, s'il a une ligne qui passe à 20 mètres cubes heure et qu'il y a 21 arroseurs et qui est le 21e et il va bouffer un mètre cube heure, en fait, la pompe va pas, enfin, la borne va pas délivrer assez d'eau. Ce qui fait qu'au lieu d'être à 2 bars ou 5 bars pour fonctionner comme il faut, eh bien, tout va chuter de pression. Et si c'est un type qui a jamais bossé dans l'agriculture et qui n'a pas une formation de base pour ça, il va laisser arroser et ça va mal arroser. On va pas arroser sur la surface qu'il fallait. Enfin, les sprinklers vont pas porter à 20 mètres, ils vont porter à 12 mètres. Il y aura donc, enfin, voilà, il faut vraiment des bases solides en agriculture pour être salarié, même si on n'est qu'exécutant. Par contre, il faut que l'exécutant comprenne les choses, ce qu'on lui demande surtout. Parce que pour pouvoir répondre à des consignes, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Par exemple, quand on allait arroser la prune, on n'arrosait pas pour le plaisir, hein. On arrosait parce que voilà, le prunier il va évaporer 5 mm par jour et nous on apportait que 25 mm par semaine. Donc s'il pleuvait, on pouvait décaler l'arrosage. Même si c'était pas l'exécutant qui choisissait ça, on lui expliquait, il savait pourquoi il arrosait. Nous, le fait d'arroser les pruniers, ça nous évitait d'avoir les prunes qui fendent. Donc on expliquait ça, que si on arrosait, c'était pas en plus par rapport à tout ce qui est dit sur le fait qu'on gaspille l'eau pour rien et tout ça. Non, tout ça c'est bien. En plus on pompe pas la nappe phréatique, nous on tapait dans le lot. Enfin voilà, tout ça c'est compris par le salarié agricole. Je sais pas si je suis très clair, mais Donc par exemple, tu parlais de broyer dans les pruniers. Qu'est-ce qu'il faut savoir par exemple pour quand on est exécutant pour broyer les pruniers? et bien, déjà il faut savoir conduire, c'est mieux. Surtout que là, nous c'est des vergers en coteau, donc c'est super dangereux. Ça veut dire que même, enfin, le salarié, lui, doit savoir être maître de son tracteur tout le temps, ne pas se mettre en danger parce que c'est des objets qui vont tourner très vite avec des cardans.
Nous, on peut pas reprendre toutes ces consignes de sécurité parce que déjà on les applique pas beaucoup. Donc il faut à tout prix que le salarié, là-dessus par contre, il doit être autonome et indépendant. C'est-à-dire que il doit pouvoir atteler son matériel tout seul et répondre à la demande qu'on lui a faite. C'est-à-dire si on lui demande d'aller broyer pendant 2 jours, ben, c'est lui qui va y aller tout seul, il va savoir adapter sa vitesse. On va contrôler pour savoir si c'est bien fait, mais on va pas être au départ du chantier, on va peut-être y arriver 1 heure ou 2 après, donc ça veut dire qu'il doit être capable de partir tout seul, broyer, donc régler son broyeur, choisir la bonne vitesse et passer. Enfin voilà, il y a des arbres, il y a des prunes et tout ça, on peut pas passer comme enfin n'importe comment dans les arbres. Il y a toujours un sens pour tourner. Enfin voilà, ça normalement il l'apprend au fur et à mesure, mais il doit être capable de le faire tout seul. Par exemple, il y a un cas typique, il y en a eu une fois un saisonnier, on l'a pas gardé longtemps parce qu'il gardait tout le temps le pied sur l'embrayage. C'est le genre de personne qui nous coûte très cher parce qu'il nous flambe l'embrayage en l'espace de 2 jours. Alors qu'un salarié, ben, du moment qu'il a compris qu'il laissait pas le pied dessus, même s'il est saisonnier, il peut être très bon. Hein. C'était juste comment dire, c'est un savoir-faire, c'est tout. Tu disais que tu étais chef de culture et que tu avais un BTS, mais est-ce qu'il faut un diplôme particulier pour être chef de culture? Non, donc il faut juste de l'ancienneté. Il y a plein de chefs de culture qui n'ont pas de BTS. C'est pas, on fait pas de la gestion. Donc en fait, il faut juste, enfin, on fait de la gestion de personnel qui va être différente, mais si, il faut de l'expérience. Donc si quelqu'un a le certificat d'études ou, enfin bon, ça c'était des anciens diplômes, mais ça suffisait amplement pour être chef de culture. Il suffit de connaître son métier et pour connaître le métier, il faut travailler. Donc un saisonnier va parcourir les exploitations jusqu'au jour où quelqu'un va lui demander de rester. Si lui, il se sent bien dans cette structure, ben, il va développer des compétences et au bout de certains temps, il va encadrer des équipes. Et quand c'est commencé comme ça, ben après, dans quelques années, il faut peut-être à peu près 7 ou 8 ans pour devenir chef de culture. Après, c'est largement faisable pour tout le monde. Hein.